héritier de soyeux Lyonnais, qui passe à la fin du XIXe siècle de la soierie à la biochimie, avec votre grand-père qui implante un institut biologique à l'ouest de Lyon, puis votre père, médecin, qui fait entrer la fabrication des vaccins dans l'ère industrielle grâce à la découverte de la culture in vitro et installe ses laboratoires dans le quartier de Gerland à l'entrée sud de Lyon. Vous-même, docteur en pharmacie de l'université Claude Bernard Lyon 1, vous créez et présidez Biomérieux, leader mondial des solutions de diagnostic in vitro innovantes. Alors que se réalise à Gerland, toujours au sud de Lyon, le projet de campus Charles Mérieux, campus multipolaire alliant les biosciences et les sciences humaines et dont le nom symbolise l'excellence scientifique, l'humanisme et l'esprit d'entreprise, celui de votre père Charles Mérieux. Avec une telle implantation lyonnaise et une telle reconnaissance, pourquoi avoir implanté en 2006 le centre Christophe Mérieux à Grenoble? Vous avez la parole, monsieur Mérieux. Bien, bonjour, et je suis très heureux d'avoir été invité et d'être de retour à Grenoble, parce que pour tout vous confesser, j'ai passé la journée d'hier à Grenoble, puisque j'ai deux occupations grenobloises. L'une, grâce à Jean Terme, je préside le comité consultatif du CEA de Grenoble, au moins 2 fois par an. Et l'autre que m'a donné Michel Desto, je préside le comité des mécènes du musée de Grenoble. Donc vous voyez, je pense être le Lyonnais peut-être le plus grenoblois qui existe. Et je vais vous donner un certain nombre d'anecdotes plutôt que de choses très sérieuses. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai découvert Grenoble que lorsque j'ai été élu de la République. C'est-à-dire lorsque j'ai été nommé premier vice-président de la région Rhône-Alpes en 86. Et je suis donc venu, surtout dans les années 90, lorsque j'ai la charge de l'international, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je dois vous avouer qu'il y avait à l'époque un mur de Chine entre Lyon et Grenoble, puisque aucun de nos collaborateurs, on était quand même déjà assez important et assez tourné sur l'international, aucune collaboration scientifique n'existait entre l'Institut Mérieux, Biomérieux et les académies de Grenoble. C'est montrer la culture, je dirais, importante. On regardait les États-Unis, on regardait le monde entier, pas Grenoble. Et ça, c'était pas dû à une volonté politique, c'était culturel. Les deux villes s'ignoraient et se tournaient le dos. Et ça a été un choc lorsque je suis venu avec Jean-Claude Martin, avec Henri Montes, ce dernier est toujours à mes côtés, et que j'ai découvert le potentiel scientifique de Grenoble, qui m'a beaucoup impressionné, et j'avoue que j'ai travaillé très vite avec le LETI, en créant un laboratoire mixte avec le LETI. Et puis après, je vous dirai pourquoi je suis venu m'implanter à Grenoble. Donc j'ai toujours eu des liens, je pense, assez bons avec mes collègues universitaires de Grenoble, ce qui m'a valu d'ailleurs, je l'évoquais avec M. Soutif, une engueulade, comme on dit, pour parler correctement, de la ministre de l'époque, qui était Mme Edwige Alice, lorsque vous aviez organisé à Sassenage un colloque sur que faire en Chine après Tiananmen. Bon, moi, il n'y avait pas de portable à l'époque, donc on ne pouvait pas m'accuser. Je suis arrivé tranquille, comme c'était un samedi matin, je ne me lève pas trop tôt, donc je suis arrivé vers les 11h. Et M. Soutif me passe la parole, il dit ce que vous pensez. Et moi, je dis ce que je pensais, parce que nous étions ensemble pendant les événements de Tiananmen à Shanghai. Et j'ai dit, il faut absolument ne pas couper les ponts, il faut conserver des liens avec nos collègues universitaires de Shanghai, parce qu'ils nous l'ont demandé. Et j'ai rajouté tous ceux qui soient de droite ou de gauche qui pensent qu'il faut mettre la Chine à l'index. Moi, je ne crois pas aux embargos de façon philosophique, et encore moins à fermer les portes à des gens qui sortaient des gardes rouges à l'époque et qui étaient venus nous voir à l'hôtel en disant surtout ne fermez pas les portes, parce que pour nous, ça sera dramatique. Donc nous avons conservé, à l'époque, la région était peu politisée. Je suis allé voir mes amis de gauche et de droite, et j'ai dit, écoutez, on garde des liens. On m'a dit, tu les gardes, fais pas de bruit, on les garde. Et j'ai donc défendu cette position
à mon avis assez juste, et Mme Edwige Alice m'avait filé une sacrée dérouillée à la sortie en me disant « Vous avez fait exprès, tel contraire ce que j'ai dit ». J'ai dit « Madame, je vous jure que je ne savais pas ce que vous disiez, et je vous dis ce que je pense. » Bon. Alors pour la petite histoire, M. Soutif, 10 ans après, j'avais quitté mes fonctions politiques et j'accompagnais mon fils Christophe à une réunion de biotechnologie à Shanghai. On est reçu dans le... C'était une des plus grandes tours, maintenant ça change tous les jours, par le président de Shanghai Investment Corporation, membre du parti évidemment, avec toutes les biotech de Shanghai, et il prend la parole et il me dit bon, vous connaissez ce monsieur, celui-là, vous travaillez avec lui. C'est un ami de la Chine. Alors je dis, bon, vous savez, quand la Chine était calomniée à Grenoble, il a pris notre défense. Et moi, je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pu dire à Grenoble comme connerie, c'est pas possible. Et c'était sa stage. Donc, il faut vous dire qu'il n'y avait pas 200 personnes. Hein. Eh bien, il y avait un Chinois qui envoie son rapport. Et je suis codé, fiché en Chine, comme un défenseur de la Chine, alors que c'était un truc tout à fait universitaire ou autre, pour vous dire que le système d'information, nous concernant par la Chine, est incroyable. Ils savent tout sur vous, tout. Bon, donc Sassenage a été inscrite dans mon curriculum vitae chinois, ce qui me vaut d'avoir la plus grande considération des dirigeants du Parti communiste. Voilà, donc c'est pour montrer quand même les liens qu'il y a, et je dirais également autre chose, c'est que quand nous avons pu faire notre pénétration internationale de la région Rhône-Alpes, nous l'avons fait, et je le dis souvent, uniquement, je m'excuse de dire, pas avec les chambres de commerce, mais on l'a fait avec les universitaires et les académiques. Puisque beaucoup d'entre eux, professeur Soutif en est un, ont créé des liens depuis très longtemps avec leurs collègues à l'étranger, que ce soit en Chine, que ce soit en Pologne, que ce soit aux États-Unis. Et c'est par ce biais de ces liens académiques et universitaires que nous avons pu implanter la région Rhône-Alpes un peu à travers le monde. Ça, c'est vraiment été pour moi une découverte. Et ça a été la première fois que je suis allé donc à Shanghai. C'était un ami de mon père, le professeur Malégui, qui m'avait reçu et qui m'avait dit jeune homme, parce qu'à l'époque j'étais évidemment beaucoup plus jeune, en disant vous allez à Shanghai, vous allez voir mon élève, le professeur Wang. 87, peu de temps après les Gardes Rouges, j'arrive à l'université numéro 2 de Shanghai, Aurore, cours de 3e année de médecine, l'année où était Christophe à l'époque, cours d'hématologie donné en français. Après les Gardes Rouges et tout, par un ami de la France, professeur Wang. Le professeur Wang, quand je lui dis que je venais de la part du professeur Malégui, l'arme à l'œil, et le professeur Wang, pour les intimes, a formé le professeur Shenzhou, qui a été ministre de la Santé pendant 5 ans, non membre du Parti communiste, et aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée du peuple à Pékin. Vous voyez l'importance des tissus universitaires et académiques qui n'apparaissent pas de façon visible, mais qui sont la force, je dirais, de nos universités, d'être présents à travers le monde et d'avoir tissé des liens sur lesquels nous pouvons nous appuyer en respectant, encore une fois, la philosophie qui a inspiré nos collègues universitaires qui ont créé ces liens. Voilà, c'est une anecdote, mais elle est importante. Elle est importante pour bien montrer que rien n'est simple, rien n'est écrit et rien n'est très rationnel. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle je voulais rendre hommage à M. Soutif, parce qu'on a rappelé ce qu'on a fait également ensemble. On n'était pas très nombreux en Chine à l'époque, hein, M. Soutif. Personne n'y croyait beaucoup. Hein, et vous avez été un des précurseurs, et j'étais très heureux de pouvoir travailler avec vous et d'y entraîner la classe politique régionale à l'époque. Alors vous avez posé la question, pourquoi un Lyonnais tempéré avec des ascendances stéphanoises et une mère au savoyarde. Donc ça fait un hybride quand même. Donc il y avait Grenoble au milieu, et pourquoi Grenoble? Donc je vous ai expliqué les raisons par lesquelles j'ai découvert le potentiel de Grenoble. Et c'était au même moment où notre métier, j'ai une grande partie de ma vie dans les vaccins, et puis je suis passé dans le diagnostic médical, et sans être un grand expert scientifique, on s'est très bien rendu compte que la biologie seule n'était plus suffisante pour répondre aux besoins des diagnostics de masse, de précision, avec la traçabilité et tout cela. Donc je pensais en particulier que ce qui était en marche au Liti et ailleurs était fondamental pour notre entreprise
de ne pas rester uniquement dans le secteur de la biologie, mais de passer automatiquement, on n'avait pas le choix d'ailleurs, dans l'instrumentation, dans l'électronique, dans le software, dans l'optronique, autant de technologies que je cite de façon excessivement brillante sans savoir exactement ce qu'elles représentent. Mais on sait qu'il fallait faire le saut et que pour cela, Lyon n'était pas suffisant et que Grenoble était mieux équipé. J'ai toujours été partisan, d'ailleurs je ne varie pas, que je disais, je me rappelle au préfet de région de l'époque, je dis j'aimerais autant avoir 2 préfets et un seul recteur d'académie pour les 2 villes, parce que s'il y a une telle complémentarité, et quand vous avez un axe, quand vous passez pas mal de temps à travers le monde, et que vous revenez, moi j'ai un axe privilégié, Lyon-Saint-Étienne, Grenoble, Lausanne. Et là, on a une seuil critique, une capacité au niveau mondial top. Donc je fais tout pour essayer que chacun gardant sa spécificité, mais ces 3 pôles, qui sont d'ailleurs liés par l'histoire et par la culture, se renforcent et nous permettent de travailler de façon harmonieuse, et nous avons tout sur place avant d'aller chercher ailleurs. Alors c'est vrai que le laboratoire a été créé, c'est mon fils qui l'avait créé, il aimait beaucoup Grenoble. C'est lui qui avait, c'est un point important, parce que tout ça est assez lié. Nous avons démarré, vous savez, les pôles de compétitivité, et nous avons fait un pôle de compétitivité qui, comme le nom l'indique, Lyon Biopôle est grenoblois également. Ça, c'est des rivalités de mer, mais ça, j'y suis pour rien. Mais le pôle de compétitivité Lyon-Grenoble a été reconnu au niveau de l'excellence mondiale, et il permet justement, parce que nous avons eu ce pôle de compétitivité reconnu d'excellence mondiale, parce qu'il y avait une alliance intelligente entre la partie médicale et biologique plus développée à Lyon, et la partie, à l'époque, et la partie instrumentale et technologie nouvelle, beaucoup plus développée à Grenoble. On s'est rendu compte que là aussi, 2 et 2 ne faisaient pas 4, mais faisaient 5 ou 6. D'où l'importance, dans ce centre de compétitivité, qui aujourd'hui est un des grands succès de la France. J'étais la semaine dernière à Rennes pour les IRT. Alors les IRT, nous avons créé également un IRT, justement, dans le même domaine de la biologie infectieuse, englobant également Grenoble, Lyon et l'Institut Pasteur à Paris. Et donc j'ai été nommé provisoirement président de cet IRT pour des raisons politiques, parce qu'il y avait un ministre à convaincre, c'était Geneviève Forazeau, la connaissant assez bien, elle ne pouvait pas me refuser l'IRT. Deuxièmement, c'était un lien avec Pasteur, et là c'est assez sportif, il faut avoir des vieux Chibani qui est beaucoup tourné pour calmer les uns, caresser les autres, calmer. Et enfin, tout est calme maintenant, puisque mon principal collaborateur et ami, Christian Bréchot, a pris la direction de l'Institut Pasteur au 1er octobre. Donc le conflit maintenant latent est terminé, et nous avons, avec BioAster, un IRT, un institut de recherche technologique, qui est, je crois, appelé à un grand avenir, très complémentaire de ce que fait le Lyon Biopôle, très complémentaire de ce qui fait le Clara en cancérologie. Et nous sommes arrivés, ce qui est rare dans les tribus gauloises, à rassembler tout le monde sous un même toit et sous un même chapitre. C'était un peu important. Vous savez que la grande spécialité, c'est d'aller en ordre dispersé et de ramasser une teignée, mais on aime bien. Donc chaque fois qu'on est unis et qu'on est capable de travailler ensemble, je pense qu'on fait beaucoup, beaucoup de progrès. Alors pourquoi, encore une fois, sommes-nous à Grenoble? D'abord parce que les gens, ils sont bien. J'ai une collaboratrice, je ne connaissais pas, qui est ici, qui s'occupe de la santé, et qui me dit que le site se passe bien. C'est vrai que nous avons eu une journée porte ouverte il y a 3 semaines, où j'étais avec Michel Desto, et j'ai été impressionné également par la jeunesse et le drive, la pêche de nos collaborateurs qui vont déjeuner au CEA, et que chacun sait que ce n'est pas dans des institutions organisées, et il n'y a pas des 2 heures où on est intelligent, on découvre des choses quand on prend le café, boit un verre avec quelqu'un, et c'est là où ça se crée, et ça se fait. Donc le campus et le grenoblois est en cela excessivement positif et attractif. Pourquoi la médecine, la biologie évolue? Chacun parle beaucoup maintenant des problèmes des 4P, j'en oublie toujours un, mais elle doit être préventive, ça on le connaissait avec les vaccins, elle doit être personnalisée, et ça je reviendrai un peu là-dessus, parce qu'on a vraiment besoin des universités, de l'académie. Elle doit être participative et prédictive. Voilà à peu près les choses, je ne sais pas, j'en ai oublié, enfin les 4. Et tout ça mène, je dirais, aussi un changement assez complet
non seulement de notre métier, mais de l'approche, je dirais, qui est celle de la médecine telle que je l'ai connue et telle que je l'ai vécue. Et la première expérience que j'ai eue sur cette évolution de l'acte médical est intervenue assez étrangement de notre expérience que nous avons depuis une dizaine d'années. Nous sommes en Haïti, très présents, parce que Rodolphe y travaillait comme coopérant, donc on fait pas mal de choses dans sa mémoire, et on a par la Fondation un laboratoire assez important. Il y a 70 personnes qui travaillent à Port-au-Prince. Il a évité le tremblement de terre, on l'a inauguré en 2009, et en 2010, je suis retourné avec l'armée après le tremblement de terre retrouver mes amis. Et j'ai eu de grandes discussions avec le professeur Pape, qui est donc un médecin extraordinaire qui dirige tout le complexe hospitalo-universitaire privé du GESCIO, un homme d'une honnêteté incroyable et un très haut scientifique reconnu par les États-Unis. Et puis les gens de la Cornell Université, le doyen de la Cornell, qui est Warren Johnson, qui est ces vieux Américains du temps jadis qu'on adore. Aucune arrogance, aucune prétention. Et on s'est rendu compte que l'approche, après un tremblement de terre comme après un tremblement de terre, ne pouvait plus être en silo. Ça devait être une approche totalement globale des approches de la santé. Et la première, donc comme c'était quand même assez particulier, j'étais allé, ayant servi dans ma jeunesse, folle jeunesse, mais dans des unités qui étaient des forces spéciales, bien que pharmacien, oui, on fait tout. J'en ai gardé pas mal d'amitié. J'avais amené un ancien de cette maison qui a montré une société un petit peu de protection rapprochée, qui est un ancien officier des forces spéciales, qui est resté avec moi 3 jours. Et quand j'ai dit au professeur Pape, quelle est la première urgence, il me dit, vous nous le laissez. Parce que ça paraît rien, mais la première des choses, c'était la sécurité physique, étant donné que vous savez que la prison était tombée, qu'il y avait 500 types en liberté dans Port-au-Prince, avec des curriculums vitae longs comme ça, qu'il y avait 1500 réfugiés sous des camps dans l'hôpital, et que la première chose à faire pour éviter les viols, pour éviter le racket, c'était la sécurité physique. Ce qu'on oublie parfois, nous, et donc la première approche de la médecine globale, ça a été de sécuriser le site, d'apprendre aux chauffeurs à servir d'une arme, apprendre comment on sécurise un camp, etc. Donc je les ai renvoyés, les gens des forces spéciales françaises sont venus, ont sécurisé complètement ce camp. Ça a été la première chose. La deuxième, évidemment, c'est une approche médicale classique, avec le diagnostic. On a aujourd'hui 70 personnes en diagnostic médical à biologie clinique à Port-au-Prince. C'était au début le sida, ça a été le choléra, parce que vous savez qu'ils ont été contaminés par le Népal, avec une souche d'étiologie népalaise qui a été reconnue, ce qui fait qu'actuellement il y a un retour d'Haïti contre la force internationale. Et puis le troisième fléau qui maintenant devient pour moi le premier fléau mondial, c'est dans les camps, c'était la tuberculose, en particulier la tuberculose multirésistante. Voilà. Donc on a commencé à travailler sur l'approche médicale, diagnostique, vaccinale, et on s'est rendu compte également qu'il fallait très vite aller à l'alimentation, à la nutrition et au problème de l'eau. Donc on a créé un laboratoire un petit labo pour faire du chlore, et on chlore l'eau au moins que les camps aient de l'eau qui soit propre, et on a vu vraiment les liens très forts entre l'alimentation, la nutrition et la santé, tous les problèmes de... Je crois qu'il y a 1,5 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, 2,5 milliards qui n'ont pas accès aux toilettes, où ça contamine allègrement, et les maladies infantiles sont les plus fortes. Et puis, on s'est rendu compte également qu'il fallait éduquer des enfants, et on est arrivé par les rapports que j'ai, moi, avec Monaco. Prince Albert voulait monter des opérations de coopération, on est allé le voir, on lui a dit... Il a 20 millions d'euros, on a dit, vous créez une école à l'hôpital. Donc on a un camp qui a été éduqué, formé, vacciné, et on s'est rendu compte, par l'approche globale de la médecine, au sens très très large du terme, qu'on pouvait répondre à ces besoins. Alors vous dites là, vous vous éloignez complètement de Grenoble, pas du tout. Parce qu'en même temps, il faut que l'on ait des outils sur le terrain qui nous permettent de garder le diagnostic très vite, très très vite, en particulier parce que si on diagnostique un malade dans un camp qui a des résistances très fortes à des BK XMDR, il faut l'isoler. Donc il faut aller très vite pour le diagnostic, il faut très vite l'isoler pour éviter qu'on contamine. Et c'est là où les outils technologiques les plus performants issus du LETI, issus de Grenoble ou issus des États-Unis sont fondamentaux. Donc il ne faut pas croire une seconde qu'il y a une médecine pour les gens riches et une médecine pour les pauvres. Je n'y ai jamais cru. Je pense qu'il n'y a qu'une seule médecine dans le monde, il n'y a qu'une seule biologie qui doit avoir la même qualité
évidemment à des prix différents, parce que les gens ne peuvent pas se la faire. Et c'est là où on se rend compte que les nouvelles technologies, et celles que nous essayons de développer, en particulier dans les tests rapides, qui demandent vraiment la sophistication des sciences dures, est incontournable pour faire face aux besoins de santé mondiaux. Donc, pour vous dire que je vous ai fait un petit peu des exemples pourquoi je suis à Grenoble, d'abord parce que j'aime bien Grenoble, j'y ai des liens assez forts. Pourquoi également on est à Grenoble? Non seulement il y a une bonne science, mais c'est important, on y a été bien accueillis. Et je dirais toujours avec Michel Destaud et à Geneviève Farazo qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et c'est important, parce que quand vous êtes industriel, vous êtes comme tout le monde, on a besoin d'être coucouné, d'être un peu caressé, aimé, quoi. C'est vrai, c'est comme tout le monde, quoi, comme mon chien, on aime bien. Et à Grenoble, on a été bien accueillis. C'est pas le cas partout, hein. À Lyon aussi, on est très bien accueillis, il faut reconnaître. On a des maires qui sont très ouverts au monde industriel et qui vous reçoivent avec beaucoup de chaleur. Et c'est un point important. Donc on est venu à Grenoble parce qu'il y avait la technologie et la science, parce que nous avions des liens assez forts avec le monde académique et le monde universitaire, et parce que la ville de Lyon, la ville de Grenoble, nous a vraiment très bien accueillis. Et c'est vrai, je n'oublierai jamais, lorsque Christophe nous a quittés, la cérémonie dans laquelle on a donné le nom de Christophe au laboratoire, Michel Destaud était là, et il y a une plaque, médaille de la ville de Grenoble, à nos deux noms, à Christophe et à moi, et elle est à l'entrée de notre centre de recherche. Donc les gens, enfin, il y a des moments où il faut savoir pourquoi on se bat. Et je crois que c'est important que dans une tradition, dans une vie, on ait des impératifs industriels, nous avons des impératifs scientifiques, nous avons des impératifs financiers. Mais je pense que si l'on oublie l'essentiel, savoir pourquoi l'on se bat et comment on va se battre, je pense qu'on n'arrivera jamais à gagner. Donc je fais partie de ceux qui croient beaucoup à l'entreprise, beaucoup aux liens avec le monde académique et le monde universitaire. Et je crois beaucoup que ce pays en particulier, qui traverse aujourd'hui des crises, au lieu de s'occuper de choses qui, à mon avis, n'ont aucun intérêt, ferait bien de s'occuper des grandes choses, parce qu'il y a énormément de potentiel humain non exploité dans nos entreprises et dans nos universités. Donc le message que je porte, qui est le message d'un vieux Chibani, parce que je fais maintenant, j'ai beaucoup d'heures de vol, on fête les 50 ans de la boîte que j'ai créée, j'avais 25, c'est qu'il y a un message d'espoir quand on est capable de se rassembler pour une vision qui nous dépasse un peu. Et je crois que c'est ce que j'essaie de faire dans l'entreprise, c'est donner une vision à tout ce que je fais, ce que j'essaie de faire, une vision d'extrême ambition. On sait très bien qu'on n'y arrivera peut-être pas, mais le fait de savoir qu'on travaille pour une biologie ouverte, sans frontières, long terme, quels que soient les pays développés, que ce soit les pays au bord du gouffre, je crois que cela donne une philosophie et une volonté importante. Je terminerai en citant toujours ce que j'ai beaucoup cru, c'est une phrase que j'aime bien de Gramsci, qui est que la bataille de l'homme est entre le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc nous avons choisi l'optimisme de la volonté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à l'orateur suivant? Non? Pas de questions? Ben écoutez, on pourra peut-être revenir tout à l'heure après qu'il y ait les trois orateurs. Merci bien. Je vais le laisser là. Enseignant la biophysique et la radiologie à l'UFR de médecine de Grenoble, le professeur Lebas est à la fois ingénieur physicien et médecin neuroradiologue. C'est une spécialité donc à Grenoble d'être de double appartenance. Il est à l'origine de la ligne de rayonnement synchrotron dédiée aux applications médicales sur l'installation européenne ESRF. Praticien hospitalier au Centre hospitalier universitaire de Grenoble, il est responsable de l'unité imagerie par résonance magnétique et dirige l'Institut fédératif de recherche intitulé Résonance magnétique nucléaire, médicale et neurosciences.
Il nous parlera de l'histoire de l'imagerie médicale à Grenoble. Monsieur Lebas, vous avez la parole.